messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'invité de l'histoire. Vous savez, tous les 15 jours, on se retrouve pour parcourir la mémoire, le panthéon des peuples d'Afrique et des diasporas noires au-delà du continent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un héros, d'un grand héros, l'un des fondateurs de cette historicité africaine, de cette histoire africaine, de ce héroïsme africain aussi. Il a laissé une empreinte depuis près d'un millénaire maintenant. Nous allons parler de Soundiata Keïta. Je ne pouvais pas en parler seul, naturellement. Je suis allé chercher des personnes habilitées, des personnes ressources de poids pour nous accompagner, pour nous éclaircir, pour mieux comprendre ces personnages-là. À ma droite, Monsieur Jacques Kourouma, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous venez de la Guinée. Et la Guinée, à l'époque, ce qu'on appelle la Guinée aujourd'hui, faisait partie de ce vaste ensemble, hein, qui est l'Empire du Mali, fondé par Soundiata Keïta. Oui, une partie de la Guinée faisait partie. Effectivement, vous êtes historien, ce qui nous rassure. Vous n'êtes pas griot par hasard. Non, vous êtes par contre, je suis de la classe des hommes du pouvoir. Parce qu'on en parlera tout à l'heure. Fakoli Kourouma, dont nous descendons, faisait partie de ce grand empire. Ah, très bien. Et vous qui êtes a accompagné aussi Samori Touré. Vous êtes de la même famille Voilà. qu'un Kourouma célèbre. Amadou Kourouma, qui est aussi de la grande famille Kourouma et à laquelle j'appartiens. On va essayer de mieux vous connaître à travers un portrait, comme on le demande à tous nos invités ici. Je vous ai demandé d'apporter 5 photos. Ce n'est pas pour un travail de psychanalyse, mais c'est juste pour vous connaître un petit peu mieux. Première photo, Juman, s'il vous plaît. Cette photo-là, ben, très bien, on comprend, hein, c'est... Alors là, c'est ma famille, ma petite famille. Et à gauche, c'est ma femme et mes 3 enfants. Le 4e n'est pas sur la photo. Et vous vivez ici en France? Nous vivons tous en France. Voilà voilà. L'heureux élu. Oui, c'est ça. Deuxième photo. Deuxième photo, mes enfants l'ont les amoureux. intitulé Les Amoureux. Effectivement, je voulais encore ce soir exprimer à ma femme que je l'aime aujourd'hui plus que hier. Oh mon Dieu. Troisième photo, il va faire des jaloux. Là, voilà. Alors là, c'est une photo qui illustre un peu une partie de mes activités. C'est quoi vos activités justement? Alors, en dehors de ce que je suis historien, je fais de la politique, je suis un militant engagé. Et lorsque le pays s'est trouvé dans ce que moi j'ai appelé la mafia Guinée, dans les mains de la mafia Guinée, j'ai commencé à écrire, à les dénoncer. Et je vais attaquer un gros poisson à la personne de Vito Santilo, qui était proche de Lansana Conté à l'époque. Et ce dernier nous a poursuivis ici en France. Et là, c'est au cours d'un procès. Voilà, je crois reconnaître un journaliste, c'est Alpha Barry. Alpha Barry qui est à côté et aux 2 extrêmes, nos avocats. D'accord. Photo suivante. Les monts Nimba, c'est bien ça? Là, voilà le mont Nimba, le mont le plus culminant de l'Afrique de l'Ouest, 1752 km, qui renferme le fer et dont l'exploitation... Les peuples Nimba sont assez connus, les touristes, beaucoup de reportages. Alors, oui, c'est d'abord un patrimoine de l'humanité classé par l'UNESCO qui renferme des espèces très rares, telles que les crapauds vivipares, qui ont une gestation de la même durée que nos femmes africaines. Ah ben, tenez. 9 mois de gestation. Ensuite, il y a une photo encore, il me semble. Oui, c'est une danse. Ça, c'est ce qu'on appelle sous nous le nyamou, que le blanc a appelé le masque. J'appartiens à une communauté, une ethnie qui est de pratiques initiatiques. Et donc, nous sommes, je crois, une manifestation initiatique. Et le nyamou a une place centrale dans le quotidien des colons qui sont assimilés au Pelé, dont je suis l'un des fils. Je crois que c'est tout pour les photos que nous avions aujourd'hui. Tout de suite, on va voir en image le personnage dont nous allons parler. Vous, beaucoup mieux que moi. Moi, je me contente de poser en quelque sorte le débat. S'il s'agit de Soundiata Keïta, Soundiata Keïta nous est rapporté, nous est raconté par principalement la mémoire orale, celle des Djeli, des griots de cet empire mandingue, de cet empire du Mali. Il nous est raconté comme ayant été un personnage extraordinaire qui est né en 1190, si ma mémoire est bonne, et qui est décédé en 1255. Il a vécu à peu près 65 ans. Il a été celui
qui a unifié cet empire qui est devenu finalement l'empire Manding, l'empire du Mali, comme on dira plus tard, comme c'est resté aujourd'hui dans les mémoires de l'histoire. Son histoire est tellement extraordinaire que je n'ai même pas envie de me raconter, de me hasarder à la raconter, alors même que je suis entouré de personnes qualifiées. Et puis il y a notamment le rôle de sa mère qui l'a couvé, qui l'a amené en exil, où il est allé, on est allé le chercher pour venir reconquérir le trône que son père avait laissé à sa mort, à son frère qui, lui, en avait été chassé par un roi voisin, Soussou, à l'époque. Donc c'est de ce Soundiata Keïta qu'on va parler, mais surtout, il sera le fil conducteur qui nous permettra de comprendre ce grand empire du Mali qui a édicté une charte au XIIe siècle déjà, charte des droits de l'homme, et qui a vu celui qu'elle considérait comme l'homme le plus riche ayant jamais vécu sur la terre, plus que Crésus, Kankan Moussa, selon même des informations récentes. On va parler de cet empire qui était au cœur de l'Afrique, au cœur du commerce africain. On ne va pas éluder les questions difficiles comme celle de l'esclavage transsaharien, etc., etc. 12e, 16e siècle, c'est l'empire du Mali qui est au menu de notre invité de l'histoire aujourd'hui à travers Soundiata Keïta. Tout de suite, je vous présente mon deuxième invité que vous connaissez parce qu'il était là il y a peu et pour sa brillance, comme on dit maintenant, nous avons tenu à ce qu'il revienne. Monsieur Okemba Muchango, bonsoir. Bonsoir Guy. Vous êtes juriste, mais c'est au titre de passionné par l'histoire africaine que vous êtes là, et d'autant plus que vous nous avez donné des gages de ce que vous savez de cette histoire-là. Soundiata vous intéresse, s'il vous plaît. Il me plaît à double titre parce que, comme vous le savez, je milite pour le financement de l'érection d'un mémorial dédié aux héros africains. Et il se trouve que Soundiata Keïta figure parmi la top liste de ces personnages que nous souhaitons faire redécouvrir ou découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas du tout. Et donc, il est important aussi, à mes yeux, en tant que juriste, parce que c'est sous son avènement que la fameuse charte du Kouroukamfunga va être édictée, une charte qui était en avance sur l'époque. Hein. Quand je parle de l'époque, je ne parle pas seulement du continent africain, mais je parle également de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique précolombienne. Donc c'est un personnage incontournable dans l'histoire de l'Afrique et l'histoire du monde. Jacques Kourouma, vous qui êtes historien, quand je vous ai demandé de participer à cette émission, Soundiata Keïta s'est imposé comme une évidence. Pourquoi? Soundiata Keïta, comme vient de le dire mon frère, je crois que, comme on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, Soundiata Keïta en fait partie. Et c'est une des figures qui a apporté beaucoup à l'Afrique et au monde. Il fut un visionnaire. Parce que tout ce dont il a parlé et qu'il a édifié font aujourd'hui actualité. Nous parlons par exemple d'environnement, d'écologisme. On le verra tout à l'heure. On va rentrer dans son œuvre de manière plus profonde. Commençons par la géographie. L'histoire et la géographie se mêlent toujours. Cet empire du Mali, qui est fondé en 1235, au moment où Soundiata Keïta accède au pouvoir, il arrive à la suite de plusieurs petits d'annexions, de séparations, de dislocations, de plusieurs petits royaumes qui se sont succédés. Est-ce que vous pouvez rapidement nous brosser la trame, l'histoire de ces royaumes-là? Alors, disons, comme c'est de l'histoire, que d'abord, il y a eu le Ghana. Le Ouagadougou. Le Ouagadougou, dont la capitale était Koumbi. Et le Ouagadougou avait comme richesse l'or. Et la population était consommatrice de sel. Donc, les Arabes venaient vendre l'or et le sel contre l'or. Et lorsque Abou Bakr ou Oumar s'est rendu compte de leur dépendance aurifère par rapport à cet empire, il a essayé d'envahir le Ghana. Et le Ghana, petit à petit, va connaître le déclin vers 1076. À cette époque, Soundiata Keïta était déjà dans ce royaume, mais dans un petit royaume qui s'appelait Néma, et où il était parti se réfugier. Sa clairvoyance, sa bravoure avait fait qu'il était aimé par le roi de Néma. Et lorsque cet empire, le Ghana, va chuter, et que
pendant 50 ans, un demi-siècle pratiquement, le pays mandé qui était constitué par quatre grandes familles, dont les Sarakolé ou Soninké, les Soso, les Mandés et puis les Traoré. Donc, au moment où le Ghana décline, il se trouve qu'un pays mandé, qui n'était pas encore mandé, parce qu'il y avait Kiri ou Mandé, qui était le haut plateau du Niger, où il y avait un petit empire modeste qui va, de par sa richesse, parce qu'il avait une source importante de ressources, l'or de Bouré, lorsque le Ghana va tomber, et ce petit royaume va passer au premier plan. Petite question, on ne peut pas parler de Soundiata Keïta sans parler des griots qui ont perpétué sa mémoire et donc de l'histoire extraordinaire qui est racontée autour et de sa naissance et de la manière dont il a accédé au trône. Monsieur Moutiangou, est-ce que vous pouvez nous dire ça? Je ne sais pas si vous avez le bagou des griots, mais rappelez-nous les grands faits. Il a été annoncé quasiment de façon un peu messianique, prophétique. Il a été prophétisé. Ben, c'est une histoire extraordinaire que celle de Soundiata Keïta. Lorsqu'il est venu au monde, comme ça a été rappelé, donc son père étant au pouvoir, sa mère Songolan, qui venait du clan des Kandé, avait été mise à l'écart par la jalousie, on va dire, de sa rivale qui était au pouvoir. Soundiata Keïta était perclus des pieds. Donc il était incapable de marcher. Et ça, toutes les sources orales sont d'accord pour dire qu'il était handicapé, très très jeune, et donc il était un peu la risée de son entourage. Et lorsque la jalousie qu'il va susciter, puisqu'il était un héritier présomptif, va pousser Soundiata Keïta et sa mère à aller en exil, il va justement trouver refuge dans l'Ouagadou. Il va être accueilli là-bas et il va faire des efforts considérables pour apprendre à marcher, puisqu'il va être longtemps handicapé. Il va, par sa force morale, par son caractère, décider de rompre avec cet handicap qu'il va finir par vaincre et il va devenir un guerrier puissant, un guerrier très très fort. Et la place des griots est importante parce que, comme vous le savez, en Afrique, dans la tradition de cette partie de l'Afrique, on n'aime pas se mettre en valeur soi-même. Il faut que ce soit d'autres personnes qui parlent de nous. Et les rois avaient tendance à mettre à côté de leur enfant donc un personnage qui allait être la mémoire du monarque, du futur monarque qu'il allait devenir. Et c'est comme ça qu'on sait à peu près tous les détails de la vie de Soundiata Keïta. Et le premier griot donc, du Soundiata en tant que conquérant vient du clan des Kouyaté, hein, si M. Kourama peut... je pars sous le contrôle de M. Kourama, qui va justement... jouer un rôle fondamental. Et donc le griot, c'est pas simplement celui qui chante les hauts faits, qui chante la gloire du roi, mais c'est aussi l'historien. Et dans la cour de Soundiata Keïta plus tard, comme ça se passait aussi un peu dans la cour des rois du Ouagadou, donc les Kayamangan, le griot, c'est un personnage central. C'est celui qui éduque les enfants. Donc c'est une espèce de précepteur. Voilà, c'est un précepteur, aussi. Tout à fait. C'est celui qui sert d'intermédiaire avec la population qui vient présenter les doléances, hein, parce que le roi, dans l'étiquette royale des empereurs, puisque Soundiata Keïta va devenir empereur, le roi ne doit pas parler à haute voix, il parle à voix basse. Et comme il parle à voix basse, le peuple ne peut pas l'entendre, et donc le griot sert de relais pour dire à la population, voilà ce que le roi dit, et donc les gens pouvaient entrer en contact avec le roi par le griot. Donc le griot, c'est vraiment une figure importante. Petite question sur l'environnement microscopique de Soundiata Keïta. Est-ce qu'au moment où le père meurt, d'abord il a la tête de quel royaume, puisqu'il y en avait plusieurs, est-ce qu'à ce moment il y a une petite querelle de succession entre Soundiata Keïta et son frère qui va hériter du pouvoir? Et puis quel est le rôle de la mère? C'est juste nous resituer Soundiata par rapport à sa famille et à l'héritage. Au moment où son père meurt, Soundiata, je crois, il n'était pas destiné à être un grand homme. Comme l'a dit mon frère, il était la risée de ses frères. Mais lorsque ce garçon va se mettre debout et que dès qu'il sera sur ses pieds, les jeunes de sa génération l'élisent pour être le chef de leur... Il faut dire qu'en pays mandé, les jeunes se regroupent par génération. Donc, sa génération, le groupe de sa génération va l'élire à la tête de son groupe de génération. Et là,
va commencer l'hostilité, la haine, la rancune de ses frères qui vont commencer à le combattre. Donc quand son père meurt, il n'est pas encore un homme. Et puis les mineurs aussi. Il est mineur. Et handicapé. Il est handicapé, donc il ne jouait pas. Et sa mère, la fameuse femme. Sa mère, à cause de la polygamie de son père, sa mère était la risée. Parce que les autres lui disaient, oui, toi, quel enfant as-tu inventé, enfanté de moins. Et le jeune Sundiata, entendant chaque jour et voyant sa mère pleurer en secret, a demandé à sa mère, en revenant du champ, de venir avec un bâton. C'est une histoire extraordinaire. Il y a quand même le petit volet de la prédiction. Voilà. Au roi, qu'il rencontrera une femme, enfin, les gens s'en souviennent un peu comme ça. L'aide des bossus, c'est elle qui sera la mère de Sundiata. Oui, effectivement. Alors, c'est toute une histoire et toute une légende aussi, mais qui a été enrichie par les faits posés même par Sundiata Keita, et dont ça a été les preuves, les justifications de tout ce que les gens ont raconté comme légende. En fait, c'est l'idée d'une femme qui n'aurait pas pu être acceptée par homme normal à cause de son handicap à elle aussi, physique. Oui. Elle était bossue, elle n'était pas très avenante, mais le roi la reconnaît. Sitôt qu'il la voit, parce qu'il se souvient de la prédiction. Exactement. Et que c'est de cette femme qu'il aura l'enfant qui sauvera son royaume. Exactement. Et d'ailleurs, on le verra dans l'humilité de Sundiata, lorsqu'il sera un empereur, on verra que cette prédiction et même son origine sociale va être, je crois, un levain dans sa vision du monde, dans le respect qu'il va apporter. Il arrive comme un messie. Les messies arrivent toujours dans des conditions particulières. Effectivement, oui. Oui, puisqu'il va être appelé pour sauver le royaume, qui était en péril par le Soumaro Kanté. Parce qu'il est écarté, il va en exil. Et c'est là où on parle souvent du rôle de sa mère. Sa mère a-t-elle joué un rôle actif? Si oui, lequel? Elle a joué un rôle actif parce que déjà, c'est elle qui l'a protégé, c'est elle qui l'a éduqué. Et, ça ressemble à une autre histoire. Chaka Zulu. Chaka Zulu. Voilà, ah oui, c'est la même histoire que Chaka Zulu. C'est la même histoire que Chaka Zulu. Et donc, lorsque Sundiata Keita quitte donc le pays mandingue pour aller dans le royaume du Ouagadougou, il est hébergé là-bas, il est bien accueilli. Et d'ailleurs, ça va servir beaucoup, puisque plus tard, lorsqu'il va être à la tête de l'Empire, les différents royaumes qui vont être fédérés sous la houlette de Sundiata ne vont pas avoir le titre de roi, sauf le roi du Ouagadougou qui avait gardé le titre en souvenir de l'alliance avec Sundiata. Et de Néma, tout à fait. Venons-en maintenant à son accession au pouvoir. On est en 1235. Quand il accède au pouvoir, c'est référencé, hein, parce qu'il n'y a pas que les griots, il y a aussi des historiens qui sont passés par là, des témoignages écrits, puisque les Arabes fréquentaient la région déjà depuis longtemps. Donc, quand il accède au pouvoir, quel a été le type de règne de Sundiata Keita? Alors, comment il est d'abord venu au pouvoir? 1220, 1235, c'est le moment de la guerre entre lui et Soumaro Kanté, dont sa lignée avait l'hégémonie sur tout le pays mandingue pendant un demi-siècle. C'est le roi des Sosso. Des Sosso, pendant un demi-siècle, de 1180 à 1135. Il fut un roi féroce qui n'avait aucun respect pour la dignité de l'homme. Donc, lorsque les Mandins se sont vus oppressés et qu'ils avaient appris qu'il y avait un de leurs qui était quelque part dans le Ghana, notamment à Néma, qui était à la tête d'une troupe, vont envoyer un messager qui va aller le voir pour venir libérer le Mandé. C'est ainsi que le roi de Néma va lui donner un contingent et Sundiata va venir à la tête de ce contingent, aider de ses alliés. On parle de 10 000 chevaux? Oui, 10 000 chevaux. 35 000 fantassins. Voilà. Mais en tout cas, ils étaient nombreux. On embellit un peu l'histoire. C'est une razzia. Voilà. Il y a eu quand même, il avait une force de frappe. Si on peut ainsi dire. Donc, avec ses alliés, les Traoré, les Condé, les Konaté, les Kouyaté, tout ce monde qui était à la tête de petites chefferies vont s'allier à Sundiata
et ils vont venir attaquer Soumaoro Kanté qui Soumaoro Kanté qui Soumaoro s'était Kanté. attaqué au frère de Soundiata Keïta. Qui avait fait fuir le frère de Soundiata Keïta et qui, à sa place, avait mis un vassal à la tête. Donc, il avait posé la fille aussi. Voilà. La fille la fameuse sœur de Soundiata Keïta. Qui va jouer un rôle très important dans la suite de l'histoire. Voilà. Donc, nous voyons que cet homme, aidé de ses frères, de son ethnie, de son groupe et de ses alliés, va venir en 1220-1235 s'attaquer à celui qu'on disait imprenable. D'accord. Et il dira que c'est sa sœur va jouer un grand rôle, en tout cas dans cette défaite. Commençons par la date fondatrice, 1235. Qu'est-ce qui commence? C'est l'avènement de quoi? C'est le début de quoi? 1235, c'est la défaite de Soumaoro Kanté. D'abord. Soumaoro Kanté est défait et Soundiata est élu comme Massa, est nommé comme Massa. Le roi des rois. Le roi des rois. Par une assemblée constituante. Voilà, une assemblée constituante qui s'est tenue à Siribi. Siribi, c'est là aussi que tous ses alliés s'étaient réunis pour préparer la guerre contre Soumaoro Kanté. Donc, dès qu'il prend le pouvoir en 1935, il va essayer d'abord de pacifier, de réunifier, de rassembler tout son petit monde, tous ses alliés, et attribuer à chacun un rôle. Nous le verrons dans la charte de 1235. Alors, je voulais revenir légèrement en arrière par rapport à Soumaoro Kanté. Parce que Soumaoro Kanté, c'est vrai qu'on a écouté la version des griots qui ont fait l'éloge de Soundiata Keïta à juste titre, d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres versions sur le rôle de Soumaoro Kanté. Certes, c'était un roi dit sorcier, c'était un roi qui avait des pouvoirs magiques. Et donc son fameux totem, c'était l'ergot du coq blanc. Donc c'était le seul moyen pour l'atteindre, puisque le fer ne pouvait pas l'avoir. Et il va perdre la guerre contre Soundiata Keïta parce que la sœur de Soundiata Keïta, qui était son épouse, avait réussi à s'enfuir, à s'échapper donc de la féroce de son secret, à livrer son secret, plus la défection de Fakoli. Voilà. Fakoli, qui était son général en chef, qui était un brillant stratège, qui avait infligé de lourdes défaites aux Mandènes. Fakoli va abandonner Soumaoro Kanté parce que Soumaoro Kanté avait jeté son dévolu sur la femme de Fakoli, parce qu'elle préparait bien, et donc Fakoli n'avait pas du tout apprécié cette attitude, et il va faire défection, il va rejoindre Soundiata Keïta, et c'est comme ça qu'ils vont vaincre Soumaoro Kanté. Et Soumaoro Kanté a joué un rôle important parce que c'est quelqu'un qui s'est longtemps battu contre l'esclavage. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Certes, c'était un roi féroce, il était cruel, bon ça c'est la version de ceux qui ont subi, mais c'est quelqu'un qui combattait l'esclavage. Justement, donc, il a joué un rôle très important. Tous ces affrontements entre tous ces royaumes se passent alors même que les Arabes... les Arabes sont où à ce moment-là? Parce qu'ils ont toujours plus ou moins commercé depuis longtemps. Ils ont commencé avec le Ouagadougou. Il y avait un quartier, est-ce que quelque part, ils n'alimentaient pas ces conflits de façon indirecte? À cette période-là, pas encore. À cette période-là, ils n'avaient pas vraiment un rôle militaire important. Non. Parce que la preuve, c'est que l'Empire était puissant. L'Empire était puissant. Et les rois du Maghreb, lorsqu'ils étaient défaits, ils venaient demander l'aide du Mali. Contrairement à aujourd'hui où le Mali demande l'aide de l'Algérie. Enfin bref, donc, à l'époque, c'était une puissance importante. Et Soundiata Keïta, lorsqu'il arrive au pouvoir, il met en place des règles qui étaient orales, mais il va les inscrire dans les mœurs, et ces règles aujourd'hui encore on les vit, notamment la parenté à plaisanterie, oui, qui a joué un rôle, voilà, qui a joué un rôle très très important dans les rapports entre. Il faut expliquer que la parenté à plaisanterie, c'est une façon de détendre les tensions sociales. Non seulement ça, mais de dire que les gens, par exemple, qui sont en pays Wolof, ont des frères dans un pays qui n'est pas le leur. C'est-à-dire que les Camara, avec les autres, les Condé, etc. Donc ça crée vraiment des liens fraternels très très forts. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient par exemple de l'actuel Mali, lorsqu'il va au Sénégal, il a des parents là-bas. Et il peut porter un nom d'une tribu qui n'est pas la sienne. Et donc c'est pourquoi les ethnologues ont vraiment beaucoup de difficultés, parce que quand ils ne comprennent pas cette histoire, ils vont tendance à dire que... Et quand vous croisez un Diop et que vous lui dites que c'est un voleur d'arachide, et comment... Voilà, ça surprend beaucoup. Tu vois quelqu'un, un frère africain va trouver, un Condé va trouver, un Cissé, un Camara va trouver un Doumbouya. Leur plaisanterie étonne l'homme de l'Occident. Et cela date de
Tout à fait. Tout à fait. la Ça va charte. apaiser les rapports. Voilà, ça apaise les rapports, Mhm. mais en même temps, ça rapproche les gens. Tout à fait. Puisque nous avons vu que les petites tribus se faisaient des guerres fratricides. Mais avec l'arrivée de Sundiata Keita au pouvoir, on a vu que ces guerres s'éloignaient de plus en plus des différentes communautés. Parlons d'un fait majeur, la fameuse charte Mandeng. La fameuse charte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est inspirée de quoi? Alors, la fameuse charte, c'est ce que j'ai... Je la cherche également. Voilà. Moi, j'ai essayé de l'apporter. Alors, on dit qu'en 1236, à Kurukan Fuka, après la victoire de Kirina, tous les alliés vont se retrouver pour décider en commun comment conduire le royaume, l'empire, pardon, comment conduire l'empire. Et c'est ainsi qu'ils vont édifier ce que nous appelons aujourd'hui la charte. Cette charte dit quoi? Cette charte d'abord comprenait 3 grandes parties. Il y avait l'organisation sociale, il y avait les biens, et puis les problèmes quotidiens liés à la gestion des rapports Alors, avec la on va nature. le dire haut et fort, on est dans le pays qui déclare avoir été le premier à proclamer une déclaration universelle des droits de l'homme, mais là, cette déclaration-là, elle est universelle aussi. Premier point, toute vie est une vie. La sacralité de la vie. Le tort demande réparation, c'est la justice. Oui. La pratique de l'entraide, c'est la solidarité. Veille sur la patrie, cela va de soi. Ruine la servitude et la faim. Le mot servitude est très important dans une région qui était aux prises avec ce fléau-là à l'époque. Donc c'est un empire qui proclame la liberté de l'individu. Tout à fait. Chacun, alors le dernier point, il est très important, chacun est libre de dire, de faire et de voir. La liberté est proclamée, mais dans toute sa splendeur. Allez-y. Et puis, il y a un autre point important qu'il faut relever, c'est le respect de la dignité humaine. Il dit, n'humilie pas ton ennemi. Vaut mieux le tuer. C'est le droit de la guerre. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui dans nos guerres modernes. Il y a une place importante qu'il réserve aussi à la femme. L'égalité dont on parle actuellement dans les pays occidentaux, nous déjà, lui, il l'avait déjà compris. Il y a aussi ce respect de la nature. Il y avait un moment pour faire la chasse, et un autre moment où la chasse était interdite. Donc, voilà quelqu'un... L'écologie. Oui, l'écologie, l'environnement, l'écologie, et puis la notion de bien. Parce que déjà, la propriété, il en parle là, dans la charte. Donc, nous voyons que, contrairement à ce qu'on dit, la Déclaration universelle n'est pas éditée en premier lieu en Occident, tout comme Christophe Colomb n'aura pas été le premier à découvrir. Allez-y, je vous écoute. Donc, voilà, on a différents éléments comme ça. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? L'éducation des enfants. Ça, c'est important. Il en parle. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. Donc, déjà, la socialisation de l'enfant, on en parle aujourd'hui, c'est des faits actuels. Adressons-nous mutuellement à des condoléances. Quand il y a la mort, il faut que tous les membres de la communauté puissent se rendre sur celui qui est endeuillé pour l'aider. Le juriste, il pense quoi de tout ça? C'est fondateur de quoi? C'est fondateur à plusieurs titres. Déjà, j'aimerais apporter une petite précision sur la Déclaration universelle, enfin la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France. Elle n'était pas universelle, contrairement à celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en 1789, il y a encore l'esclavage dans les colonies du Royaume de France, qui va ensuite devenir une république. L'esclavage va être aboli en 1794 avec le décret donc de la Convention. La première abolition, je parle, en 1794. Mais il ne faut pas oublier que la Déclaration des droits de l'homme en France, elle ne concerne que les hommes. Elle ne concerne pas les femmes. Okay? Dans la charte de Kurukan-Fuga, les femmes sont prises en compte dans la charte. Les femmes ont des droits. Dans la Déclaration
des droits de l'homme de 1789, les femmes sont reléguées en seconde zone. Enfin, c'est des citoyennes de seconde zone. Alors, elles ne sont pas citoyennes, n'ont pas le droit de vote. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour bien expliquer le contexte géopolitique de l'époque, en Angleterre, on a l'habeas corpus. L'habeas corpus, qui est en fait l'héritage de la Magna Carta, donc la Grande Charte, que les barons anglais vont obtenir du roi d'Angleterre, prévoit qu'un individu ne peut pas être mis en prison de manière arbitraire. Mais la Magna Carta n'a pas toute l'amplitude de la charte de Kulukamfunga. Donc c'est pourquoi elle est vraiment une charte exceptionnelle, elle a vraiment une amplitude très très forte au regard de la situation politique de l'époque, la situation juridique des pays environnants. Donc elle est vraiment exemplaire. Et donc c'est une fierté pour les Africains de se référer à cette charte. Parlons de cet empire puissant, parce qu'il l'a été pendant plusieurs siècles, jusqu'au XVIe siècle, et riche. Mais sa richesse a été extraordinaire, au point que près d'un demi-siècle après l'accession au pouvoir de Soundiata Keïta, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui arrive au pouvoir et qui va marquer la mémoire, y compris au-delà des terres africaines, c'est Kankan Moussa, par sa richesse notamment. D'où venait la richesse de l'empire malien? Alors, la richesse de l'empire Mali, c'est ce que j'ai dit, que le petit et modeste empire qui était le Mandé ou le Kiri avait une importante réserve d'or qui se trouvait dans le Bourré. Et c'est cet or, l'attrait de cet or, qui va attirer d'ailleurs les Berbères que l'histoire appelle les Almoravides. Alors, le contact avec ces gens, avec ces Almoravides, va apporter de la richesse parce que l'Empire manding va vendre de l'or aux Arabes. Ces derniers viendront avec du sel, avec des accents, avec... enfin, et l'or avait déjà l'importance qu'il a aujourd'hui, sinon même plus. Il était déjà le régulateur de la monnaie, des échanges monétaires. Et oui, et si bien que même lorsque Mansa partait au pèlerinage, il a fait dévaluer l'or. Oui. Il y a eu une déflation. Voilà, pendant de longues années. Donc, toute la richesse de l'Empire venait à la fois de cet or, mais aussi puisque c'est très important à le dire, en plus des cultures traditionnelles, il avait introduit des cultures nouvelles, telles que la culture du coton. Donc, voilà quand il s'est déplacé à la Mecque, il y a toujours des chiffres astronomiques. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de retenir les faits. Il était accompagné de beaucoup de monde. Certains parlent d'esclaves. Certains non, pas esclaves. En fait, non, il ne faut pas mélanger les choses. Il était accompagné. Bon, les chiffres donnés par les chroniqueurs arabes parlent de 60 000 personnes. C'est vrai que c'est un peu exagéré. Mais on disait que lorsqu'ils ont quitté Niani, la capitale, la tête du cortège, lorsqu'elle est arrivée à Tombouctou, c'est là que Mansa Moussa est en train de sortir de la capitale. Voilà. Donc c'est pour dire le nombre. Et il a distribué de l'or comme c'était des rois très généreux, parce que le roi du Mandé, c'est un père, c'est un Mfa. Hein, c'est un Mfa. Donc quand les gens s'approchent de lui, c'est un père, c'est un patriarche. Et donc en arrivant au Caire, qui à l'époque était sous la domination des Mamelouks, donc les Turcs, lorsqu'il va arriver au Caire, il va distribuer de l'or à foison, et donc c'est cette fameuse distribution qui va faire dévaluer le prix de l'or pendant des années, y compris au niveau de la sous-région avec l'Europe, puisque c'est à ce moment-là que l'Europe va s'intéresser à cet empire, et les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, comme on les appelait plus tard, vont beaucoup s'intéresser au Mali. Et dans le document que vous avez montré tout à l'heure, on voit le Kanka Moussa au milieu de la carte avec une grosse pépite d'or. Donc c'était un pays qui était très très riche. Quel était le rapport de cet empire avec l'esclavage transsaharien, comme on disait? Alors, quand Soundiata a pris le pouvoir, il a interdit l'esclavage. Tout à fait. Il y avait l'esclavage domestique, mais l'esclavage transsaharien, tel que ce l'était avant lui, a cessé d'exister. Tout à fait. Dans son empire en tout cas. Dans son empire, il a interdit l'esclavage. Et c'est pour ça que c'est un libérateur. Et ça s'est perpétué. Ça s'est perpétué. Et de plus, ce qui est important, c'est qu'il a intégré les anciens esclaves dans son pouvoir. Mais le ministre des Finances, était un esclave domestique. Un esclavage domestique. Donc, voilà
On n'en finira pas d'en parler parce que Sundiata était plus qu'un visionnaire. C'était un humaniste, quelque part. Et le rapport à l'islam, la conversion, elle se fait Il était... comment? Non. Sundiata était un homme très tolérant. Il a accepté la coexistence de la religion traditionnelle et de l'islam. Donc, puisque, qu'est-ce qui s'est On voit passé? Tombouctou par exemple, hein, là, on est plutôt à Djenné, là, sur les images, qui arrivent, quelles sont les fonctions de ces temples de réflexion, de diffusion de la culture islamique? Quelles sont les fonctions à ce moment-là? Parce qu'il y a plusieurs étapes. Alors, l'homme Sundiata, le roi Sundiata, l'empereur Sundiata, comme je le dis, je ne cesserai de le dire tout le long de cette émission, était visionnaire. Il a pris des érudits arabes qui étaient dans sa cour. Les érudits noirs aussi. Oui, des érudits arabes et noirs qui étaient dans sa cour. Et ceux-là avaient pour mission de réfléchir à comment organiser la vie pour faciliter la vie à ses gouvernés. Enfin, ce n'était pas des subordonnés, c'était des gouvernés à son peuple. Donc, le rapport entre les gens de la cour, parce que tous les matins, le roi faisait le tour de la ville pour recevoir les doléances de ses sujets. Le soir, il refaisait la même tournée pour voir si c'est tous ceux qui se sont plaints ou bien composé des doléances ont reçu la réponse à leur questionnement. Donc voilà quelqu'un... Okemba Muchongo, il faut peut-être préciser qu'on ne tient pas à tous ces récits que de la tradition orale. Il y a des écrits. Non, mais il faut qu'on arrête un peu ce mépris sur la tradition orale. Je suis désolé, lorsqu'on parle de l'Iliade et l'Odyssée, c'est l'oral d'abord. Et aujourd'hui, personne ne conteste certains éléments historiques sont vérifiés. D'ailleurs, Schliemann, lorsqu'il a découvert la ville de Troie, il s'est basé sur un récit oral. Et Dieu merci pour nous, pour ceux qui contestent certains faits relayés par la tradition orale, ça a été vérifié par l'archéologie. Ça a été vérifié par les chroniqueurs arabes tels que Al-Idrissi, Ibn Battuta, Ibn Khaldun, Al-Umari, etc. Donc on a des documents, on a des témoins oculaires de cette histoire qui est vérifiable. On a des vestiges. Bon, malheureusement, certains vestiges ont disparu. Hein, par exemple, lorsque Kanka Moussa est parti au Caire, il avait été ébloui par les travaux d'un architecte réputé de l'époque, qu'il a fait venir dans sa capitale pour construire des superbes mosquées, des superbes, le palais, etc. Bon, comme le matériau de cette région, c'était le banco, donc voilà, avec les pluies, etc. Donc on a perdu un peu, et puis avec les multiples guerres aussi qui ont des trucs qui ravageaient les villes, on a un peu perdu ces vestiges. Mais la tradition orale, elle est très très précise. Et je voudrais revenir sur le fait que Soundiata Keita, lorsqu'il s'est, son rapport avec l'islam, bon, on a dit, bon, ça c'est, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas fondé, mais c'était une tradition hein, qui est observée à l'époque, lorsque les rois vont être islamisés. Ils avaient tendance à vouloir se rattacher le plus près possible des premiers compagnons du prophète Mohammed. Et donc, dans l'histoire de Soundiata Keita, par rapport à son rapport à l'islam, on a dit que, il y a certaines traditions qui ont évoqué le fait qu'il descendait de Bilal, le premier muezzin de l'islam, qui était un compagnon du prophète, et que le fils de Bilal va aller vivre dans le Mandé, et puis etc. Et donc sa descendance va donner naissance au clan des Keïta. Mais sinon, aucune chronique arabe ne parle de Soundiata Keita comme étant le champion de l'islam. Non. Donc, Soundiata Keita, avec l'islam, il faut faire très attention. Mais par contre, son rôle, et je pense que c'est malgré lui, son rôle a été favorable au développement de l'islam dans l'Empire. Hein, parce qu'il était comme un protecteur pour les croyants. Donc, comme le professeur Kourama l'a expliqué tout à l'heure. En tant que terre de liberté. Voilà, terre de liberté. Donc, et c'est comme ça que les commerçants qui étaient islamisés vont répandre l'islam dans des parties de l'Empire. Et aussi le rôle des marabouts. Surtout ceux qui faisaient partie des 5 gardiens de la foi qui étaient partis le chercher lorsqu'il était à Ouagadougou, dans cette vont jouer un rôle important dans l'expansion. 12e, 16e siècle, c'est le plus grand empire africain. C'est en tout cas dans l'Ouest, parce que tout l'Ouest de l'Afrique, le plus grand empire, et puis c'était le plus organisé. Le plus fort aussi militairement, parce que militairement et culturellement, c'était le plus
organisé et le plus grand. Et par rapport à l'islam, je crois qu'il a tiré expérience de son séjour à Nema, dans le Ghana. Parce que le Ghana a connu la chute grâce à cause, de l'islamisation et ensuite de l'or. Et je crois qu'il a compris qu'il fallait laisser la liberté à chacun de pratiquer sa religion, ce qui permettait une ouverture sur le monde, parce que ça aussi, c'est très important dans notre histoire. Le Moyen Âge européen correspond chez nous, en Afrique de l'Ouest, à une période de stabilité. Oui, pendant qu'en Europe, le Moyen-Âge, c'est la guerre, important. c'est le chaos. C'est la guerre, c'est le chaos. Alors Il y a pendant ce énormément temps, de prospérité en Afrique oui, à ce il y a moment-là. une prospérité, il y a des empires qui naissent, des grands empires et qui sont organisés. Donc, il y a ces éléments dont on ne parle pas souvent. Et peut-être qu'il faut, c'est un rôle de pédagogue pour nous tous, de le faire comprendre aux jeunes générations. Donc, je disais que la coexistence des deux Quels sont les religions... autres gros empires à la même période à peu près sur le continent? En Afrique, les principaux empires... Dans cette tranche, 12e, 16e? Donc tout l'Ouest, C'est le Mali. enfin, le Sahel, le Sud Sahel, jusque dans la zone forestière, est dominé par le Mali, l'Empire de Mandé. Ensuite, vous avez dans l'Est, l'extrême est de l'Afrique, vous avez encore les vestiges donc, du royaume, enfin les descendants d'Aksum, donc l'Éthiopie, la Nubie. La Nubie qui était sous contrôle des Mamelouks. Vous avez dans le sud, donc le sud Sahara, enfin l'extrême sud, je devrais dire, parce que c'est l'Afrique centrale et puis l'Afrique australe. Vous avez le Monomotapa, qui était aussi un empire très très organisé et très vaste. Vous avez l'empire du Congo qui commence à émerger, qui était aussi très très vaste, puisque c'était une fédération de plusieurs royaumes. Donc, et vous avez toute la côte des Swahili. Voilà. Qui depuis le sud de la Somalie jusqu'à Zanzibar, était un espace géographique avec des cités-États bien organisées, bien structurées, qui étaient ouverts sur le monde, hein, puisque ils commerçaient avec la Chine, ils commerçaient. Donc l'Afrique, en fait, contrairement à ce qu'on pense, était un espace à la fois très très vivant. Il y avait des routes commerciales très très denses, et très la route de la cola, l'or, le sel. Donc ça circulait dans tous les sens. Et l'ouverture, comme le disait le professeur Kourama, va même conduire, par rapport au Mali, va même conduire un descendant de Sundiata Keita, enfin de la famille de Keita, à organiser un voyage en Amérique. Parce que ce roi était persuadé que il y avait la possibilité de traverser la mer, d'aller jusqu'au bout de la terre. Et il va envoyer une expédition de 200 navires qui ne va jamais revenir. Et ensuite, bon, là, les chiffres sont peut-être un peu exagérés. 2000 navires qui vont partir avec des vivres pour des années, et il ne va jamais revenir. Et le professeur Ivan Van Sertima a prouvé qu'il y a des éléments dans la culture du Mexique qui sont typiquement mandés. Il a prouvé de manière... Et les Olmecs, par exemple? Les Olmecs, c'est la preuve patente. Il faut expliquer qui sont les Olmecs. Alors les Olmecs, contrairement à ce que je parle à nos jeunes téléspectateurs qui ont vu les cités d'or, ce n'est pas des extraterrestres qui ont débarqué de l'espace pour constituer cette civilisation. C'est la première civilisation qui a précédé à toutes les sociétés aztèques, incas, mayas. Donc c'est vraiment le fondement des grandes civilisations précolombiennes, les Olmecs. Et il y a il y a les fameuses têtes. Physiquement, voilà, physiquement, quand on regarde les têtes, bon, de toute façon, on ne peut pas se tromper ici. Les traits négroïdes sont très très prononcés. Donc les Olmecs seraient, d'après la thèse défendue par Ivan Van Sertima, le professeur, seraient en fait issus de ce voyage. Cette expédition-là. Certainement. Alors, ce Grand Mali, parce que ça passe très très vite, hein, comment va s'amorcer finalement le début du déclin, si on peut dire ça comme ça? Alors, le début du déclin... Plusieurs siècles après, Sundiata Oui. Keita, là on est déjà au XVIe siècle. Lorsque la charte va être instituée, il va dire que la succession au pouvoir se fera par les frères, côté latéral. Donc, de frère en frère, les gens... Comme on le fait dans les pays, en Arabie Saoudite notamment. Voilà, comme on le fait, en Arabie Saoudite. Et puis,
à un moment donné, un des descendants, je ne sais plus lequel, je ne me souviens plus du nom, un des fils va vouloir du pouvoir. Et la chaîne va couper. Contre son oncle. Voilà. Et il était si incompétent que c'est un ancien captif qui va le détrôner. Et c'est comme ça que la chute de l'Empire, de la grandeur... Quel événement signe la fin de l'Empire de façon historique, on va dire? En fait, ça va être progressif, parce que vous allez avoir des guerres intestines entre les familles, puisqu'il y a même eu certaines reines qui ont joué un rôle important dans les complots pour faire tomber leur mari, afin qu'une autre faction arrive au pouvoir. Donc il y a des luttes entre justement ceux qui sont... Parce qu'au début, il y a la branche cadette de la fratrie de Soundiata Keita qui va arriver au pouvoir. Et ensuite, il y aura la branche aînée qui va vouloir aussi avoir sa part du pouvoir. Et ensuite, vous avez les fils qui, normalement, ne sont pas légitimes pour monter sur le trône d'après la charte. Et donc, tout ce désordre-là va déstabiliser l'Empire. Et c'est ce qui va permettre... C'est daté à peu près... le 14e, jusqu'au 15e siècle. Oui. Voilà, au 15e siècle, c'est là que le déclin commence. Et l'Empire va s'émietter. Il va être fragilisé et il va être cueilli comme un frémur par les puissances étrangères venant d'Afrique du Nord. Voilà, notamment les bébés les qui vont venir, les Touaregs, et qui vont s'appuyer sur ceux qui sont déjà islamisés pour prendre le pouvoir. Et ensuite, ils vont être évincés par les Songhai. Voilà. Et ça donne quels empires à la suite? Vous avez parlé des Songhai. Oui, Sonia Libère. On va Sonia, l'empire Songhai, l'empire de Gao qui va émerger, mais qui auront une courte vie. Et un événement aussi qui va arriver par la côte ouest, c'est la traite qui va commencer. Est-ce qu'il y a cette concomitance, elle est hasardeuse? Non, elle n'est pas hasardeuse. Après le voyage de Soundiata, du Massa pour la Mecque, à cette même période, les routes d'or vers la Belgique commençaient à s'afficher, à s'emplacer. Et le roi belge imposait plus de taxes douanières aux autorités, enfin, au roi français. Donc, eux, ils vont s'orienter vers l'Afrique. Parce qu'ils ont appris qu'il y a une mine d'or. Là, vous êtes au XVIe siècle. C'est ça. Au départ, c'est plus les Portugais. C'est d'abord les Portugais qui vont découvrir les fameuses routes commerciales. Oui, parce que ce sont eux qui ont monté les eaux. Ça s'est fait simultanément. Parce que souvent, on essaie de séquentialiser. Les Portugais vont arriver, mais n'auront été des grands navigateurs. C'est des sous-traitants, vous voulez dire? C'est des sous-traitants. Ils ne vont pas arriver en terre pleine. C'est des gens qui vont côtoyer. Ils seront sur les côtes. Tout à fait. Or, ici, par exemple, en Nantes, il y avait des grands bourgeois qui avaient déjà payé des explorateurs qui avaient pris le risque d'aller jusqu'en terre profonde. Et c'est comme ça que les deux vont simultanément se rencontrer. Et la France va être plus puissante parce que les embarcations portugaises ne seront plus financées. Ok, Mbabou Thiong'o, sur ce XVIe siècle, entre le début de la fin, l'arrivée des Portugais, quelles sont les interactions? Donc les interactions, comme ça a été dit ici, il y a plusieurs facteurs. Donc la déstabilisation interne, donc les factions internes qui luttent pour le pouvoir, ça va déstabiliser le pays. L'ambition de l'Afrique du Nord, le pouvoir représenté par les puissances islamiques du Nord qui vont vouloir s'emparer du pouvoir. L'Afrique du Nord qui s'est arabisée entre-temps. Qui s'est arabisée depuis. Pas seulement islamisée. Depuis plusieurs siècles, tout à fait. Oui, merci d'avoir apporté cette précision, c'est important. Et puis le rôle des Occidentaux qui vont aussi jouer un rôle dans la déstabilisation au niveau de la traite négrière. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ça on n'en a pas parlé, les fameuses universités. Les grandes universités qui existaient dans l'Empire du Mali, c'était des hauts lieux du savoir mondial. Oui, oui. Et lorsque ces Africains vont être réduits en esclavage, on a tendance à l'oublier également. Il y avait des étudiants qui étaient issus de ces facultés. Il y avait un savoir-faire
très très importants qui étaient développés dans l'Empire, notamment le travail de l'or, le travail du fer, l'agriculture, la teinture comment on appelle, des tissus, donc l'exploitation du riz, parce que Et le dans riz, l'Empire du Mali, il y avait beaucoup de le lettrés, riz, s'il on vous plaît, écrivait. il y avait des lettrés évidemment, qui s'exprimaient avec l'alphabet arabe lorsqu'il va être islamisé. L'Empire du Mali, enfin avant l'Empire du Mali, à Djenné, très très tôt, on a cultivé le riz avant l'Asie. Oui. Oui, parce qu'on a tendance à croire que le riz africain vient d'Asie. Le riz est exploité et cultivé en Afrique depuis des millénaires. Et lorsque ces Africains vont être déportés en Amérique du Nord, ils vont apprendre aux colons américains qui mouraient de faim comment cultiver le riz. Et c'est comme ça que le riz américain va naître. Bon, ça c'est pour la petite parenthèse. Ah non, mais c'est une parenthèse très importante. Oui. Et Donc, puis au niveau diplomatique, il faut dire que, par exemple, à Salé, au Maroc, Salé, ça c'est le Maroc, et dans la cour royale marocaine, il y avait des représentants de l'empereur. Tout à fait, les ambassadeurs. Donc la diplomatie déjà était très très forte. Tout à fait. Diplomatie très importante. C'est impressionnant comment cette Afrique, c'est toujours la même trame un petit peu tragique. Parce que le premier coup est porté contre l'Égypte antique, d'abord les envahisseurs, puis il y a des groupes qui se replient vers l'intérieur pour donner naissance, parce qu'ils ont ramené un savoir extraordinaire à tous ces empires, par exemple celui du Mali ou d'autres encore. Et l'Afrique est toujours plus prospère que l'Europe à ce moment-là de l'histoire, il faut le dire, au début du premier millénaire. Même la navigation, on parle de 200 et quelques embarcations qui sont parties. Donc, il y avait déjà toute une industrie absolument, absolument. qui était on arrive toujours à la fin quand les choses deviennent passionnantes. On les a survolées, on les a effleurées, mais la leçon finalement, c'est que quand on est unis, on est plus fort parce qu'à ce moment, l'Empire du Mali, il bravait carrément les puissances qui venaient d'ailleurs, parce qu'il pouvait leur tenir tête. Et quand il s'est écroulé par la division, par les vannes de tout le continent. Ouais. Et puis c'était le début de la fin. Il me semble, si on me confirme du côté de la régie, qu'on est en train d'arriver aux dernières secondes de cette émission. C'est passé très vite, hein, je n'ai même pas entendu le signal. Voilà, dans 2 semaines, on se retrouve. C'est tous les 15 jours, mais le lundi prochain déjà, il y aura rediffusion de cette émission même. Bonsoir sur Télé Sud, l'invité de l'histoire. Bonsoir Jacques Kourouma. Bonsoir. Monsieur Moutiango, le scriba. Kerele Fara Mbara Madilou. Qui veut dire que le Mandé, le Mali, est né par la guerre. Et il est fini par la guerre aussi. Bonsoir à tous. N'oubliez pas la charte Mandé. Allez sur Internet, il y a plein de choses à lire là-dessus.